Macron veut envoyer 2000 soldats en Ukraine. Officiellement, il dit que ce sont des instructeurs. Mais on sait tous comment est-ce que ça va finir. Pendant ce temps, la Russie rit et les États-Unis sont en train de s'effondrer avec leurs propres sanctions. Le prix du pétrole flambe, l'essence explose et l'Ukraine est même obligée d'acheter du pétrole russe. Bienvenue dans Penser le Monde et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Emmanuel Macron n'a visiblement pas renoncé à l'idée, au rêve, de devenir un grand général de guerre. D'après les services de renseignement russes, le SVR, le président français est en train de préparer le déploiement d'un contingent de 2000 soldats en Ukraine pour venir épauler le gouvernement de Kiev. Le gros du bataillon serait formé de légionnaires étrangers, souvent venus d'Amérique latine. Ces soldats made in France, qu'on envoie partout où ça chauffe, se battre à la place des Français. Toujours selon Moscou, ces troupes seraient déjà en Pologne, à 2 pas de la frontière ukrainienne où elles s'entraînent sérieusement. Quel est le plan derrière? Les envoyer au cœur de l'Ukraine et ce dans les plus brefs délais. Et si la presse venait à flairer l'affaire et que la vérité était sur le point de sortir, Paris aurait déjà prévu l'excuse parfaite. En gros, la version officielle, comme ils ont l'habitude de dire. Et ce serait non, ce ne sont pas des combattants, juste des instructeurs venus former des recrues ukrainiennes, bien sûr. Bref, la même chanson que juste avant chaque guerre. On la connaît bien celle-là. Le SVR va plus loin. Pour eux, Macron serait obsédé par l'idée d'une intervention militaire. Il aurait très mal digéré ses échecs politiques et son impopularité à la maison, en France même. Et donc, il est en train de tenter désormais de se façonner ou de se refaire une image façon chef de guerre. Est-ce que ça va prendre? En clair, quand tout va mal à Paris, on envoie les soldats ailleurs pour pouvoir détourner l'attention. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la nouvelle d'inquiétante. Il a ajouté une remarque qu'il a faite sur le front. C'est que les troupes russes rapportent souvent qu'ils entendent des langues étrangères sur le front, ce qui confirme la présence de soldats venus d'autres pays. Mais c'est surtout Maria Zakharova, la célèbre porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, qui a sorti la punchline du jour. Selon elle, au lieu d'envoyer ses soldats en Ukraine, Macron ferait mieux de les envoyer protéger les musées français. La France a plus de 1100 musées, 2 soldats seulement par site et hop, plus de problèmes d'insécurité et plus de vols de bijoux qui avaient eux-mêmes été volés. Une petite pique en référence au vol et au désordre qui se multiplient en France, notamment au Louvre là. C'est le nouveau casse du siècle. คุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศส 位于法国首都巴黎的卢浮宫博物馆19号发生抢劫事件。 An audacious daylight robbery. Avec 2 T-Max, une nacelle, une disqueuse, des gilets de sécurité et 7 minutes, comment 4 hommes ont-ils pu voler un trésor littéralement inestimable dans le plus grand musée du monde, le Louvre, tout ça en plein jour, sous les yeux des visiteurs et des gardiens. It was an extremely well-planned theft. It's appalling. It's a slap in the face of museums everywhere. Cette simple fenêtre est devenue extrêmement célèbre et va rester dans l'histoire de l'art. Selon plusieurs observateurs pertinents, la France ne serait plus dans la phase de préparation, mais bel et bien dans un passage à l'action, c'est-à-dire dans une implémentation. Les soldats français sont en train de s'entraîner déjà, au moment où vous suivez cette vidéo, à la guerre de haute intensité en Pologne. Ils sont prêts à franchir la frontière ukrainienne à tout moment. Le 23 octobre 2025, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Tchill, a confirmé devant la commission de défense nationale que la France se tenait prête à intervenir à tout moment. Le message il est clair. La France doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie. Autrement dit, Paris se prépare sérieusement à une confrontation directe. Thiel a même évoqué l'exercice militaire Orion 26 prévu pour 2026 qui doit tester les capacités d'action communes entre les forces françaises, les forces alliées et même les ministères civils français. L'année 2026 serait, selon eux, l'année de la coalition des volontaires. Un projet lancé avec l'appui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, surnommée par certains l'Allemande aux commandes de l'Europe. La coalition des volontaires, créée en mars 2025 par le président tchèque, Petr Pavel, regroupe des pays européens prêts à soutenir militairement l'Ukraine. La France, le Royaume-Uni et quelques autres en sont les principaux piliers. Macron, lui, de son côté, parle d'une force de réassurance. Un joli mot pour désigner des groupes prêts à se déployer sur le sol ukrainien après un éventuel cessez-le-feu, histoire de maintenir la paix, entre guillemets. Ils veulent maintenir la paix armés jusqu'aux dents, bien évidemment. C'est la base. Selon le renseignement russe, cette force française serait essentiellement composée de légionnaires latino-américains, comme je le précisais, entraînés et déjà positionnés en Pologne. Le SVR ironise par rapport à ça. Ils ont dit « Macron a échoué en politique et dans la gestion de l'économie de son pays. Alors il veut désormais entrer dans l'histoire comme chef de guerre. »
Mais peut-être qu'il va entrer dans l'histoire plus bizarrement encore si jamais il déclenche cette guerre. Pendant que les militaires s'entraînent, les hôpitaux français aussi se préparent. On a des centaines de lits supplémentaires qui seraient déjà installés pour pouvoir accueillir les soldats blessés. Rien que ça, le message il est clair. Les médecins sont même en train de suivre des formations spécialisées et des formations sur le terrain pour être prêts à intervenir en cas de guerre en Europe. L'ancienne ministre de la Santé et l'actuel ministre des Armées et des anciens combattants de France, Catherine Vautrin, aurait donc donné pour consigne de préparer les hôpitaux à un afflux massif de blessés. Un peu comme si, en secret, tout le pays se mettait discrètement en mode guerre. Et si la presse s'en mêle, Paris a déjà un discours tout prêt à leur donner. Ce ne sont pas des soldats envoyés sur le combat, juste quelques formateurs en mission d'entraînement. Oui, bien sûr. On suppose aussi que les chars qui sont envoyés, c'est pour enseigner la paix, n'est-ce pas? Le 22 octobre, le général Fabien Madon, le chef d'état-major des armées, a tenu des propos pour le moins alarmistes devant les députés. Selon lui, la Russie pourrait être tentée de poursuivre la guerre en Europe. Il a ordonné à l'armée française de se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans. Peut-être un choc plus violent que tout ce qu'ils ont connu jusque-là, étant donné la nature de la guerre moderne. Remarquez un truc. Ce discours entre dans la même logique que celui des généraux allemands qui prédisent une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN avant 2029. Bref, l'Europe parle comme dans un vieux film de guerre, c'est-à-dire les Russes arrivent. L'ambassade de Russie en France a sèchement réagi aux propos du général Madon. Ils n'ont pas tardé. N'ont vraiment pas perdu le temps. Ils ont voulu être le plus prompt possible. Et c'est comme ça que dans un communiqué, elle a dénoncé une pure manœuvre de peur destinée à faire croire que Moscou prépare une invasion. La Russie n'a jamais eu et n'aura jamais l'intention d'attaquer la France ou un autre pays européen. Pas aujourd'hui, pas demain, pas dans 4 ans. Selon les diplomates russes, cette hystérie de la menace russe tombe étrangement, et il a noté quelque chose qu'il faut noter nous aussi. Ça tombe étrangement au moment où le Parlement français est en train de débattre du budget. Vous pensez que c'est un hasard? Et devinez quel budget augmente pendant qu'il y a les coupes par exemple sur les aides sociales. Oui, c'était facile, c'est le budget de la défense, évidemment. Pour Moscou donc, le général Madon ne fait que réclamer plus d'argent, pendant que les Français voient grimper les taxes sur les titres restaurants et les chèques de vacances. Autrement dit, on a un peuple d'un côté. Pendant que le peuple est en train de serrer la ceinture, les militaires serrent les boulons des chars. L'ambassade russe conclut avec sévérité. Cette spirale de dépenses militaires ne fait que prolonger la souffrance du peuple ukrainien et retarde toute chance de paix. Vous comprenez dans cette déclaration qu'il n'y a aucune peur de l'armée française. L'armée russe n'a pas un chouïa peur, n'est pas un temps soit peu terrorisée. Au contraire, la Russie plaint ces pauvres qui vont devoir se battre contre eux. Et c'est pour ça que depuis le début, ils les mettent en garde. On ne veut pas la guerre, mais de votre côté aussi arrêtez. Non, les gars sont belliqueux. Ils veulent absolument attaquer, ils veulent absolument combattre la Russie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'ours va devoir sortir les griffes. La situation ressemble à un jeu d'échecs où chacun avance ses pions, mais sans jamais vraiment avoir envie de jouer. De son côté, Macron se rêve, se fantasme en stratège, espérant sans doute redorer son blason politique en s'illustrant sur le front, du moins, en envoyant les gens au front, parce que lui, il n'ira jamais. Il ne sait même pas s'il est capable de courir le 100 mètres, celui-là. Mais voilà, au moins, il envoie des gens bagarrer à son nom. Et de l'autre côté, on a la Russie qui observe, qui ironise, qui fait des blagues, mais surtout qui se prépare à toute éventualité, parce qu'ils connaissent l'esprit belliqueux de l'Occident. Entre communication de crise, entraînement préventif, coalition des volontaires et musées à protéger, l'Europe avance à petits pas vers un conflit qu'elle prétend éviter dans les médias, mais qu'elle fait tout pour financer et alimenter. Et au milieu de tout ça, les peuples français, les peuples ukrainiens et les peuples russes, eux n'ont pas demandé à devenir les figurants d'un remake de 14-18. Mais pourtant, si la tendance continue, ça va seulement reprendre. Les choses ne s'arrêtent pas là parce que la guerre est un peu partout. Elle est militaire, mais elle est aussi économique. Vous connaissez l'affaire des dernières sanctions pétrolières de Washington contre la Russie? Eh bien, elles se sont retournées contre leurs auteurs comme un boomerang très bien lancé. Censé étouffer Moscou, les sanctions ont fini par faire tousser les États-Unis eux-mêmes. Même l'Ukraine, pourtant l'allié le plus fidèle de l'Occident, paye le prix. Le marché mondial du pétrole déjà instable n'avait pas besoin de ça, mais ils l'ont fait. En mettant une pression brutale sur les exportations russes, Washington a mis le feu à l'équilibre énergétique mondial. Résultat, on a le prix du pétrole et du carburant qui est en train de s'envoler. Et au lieu d'affaiblir la Russie, les sanctions renforcent plutôt son trésor public. Pendant ce temps, les automobilistes américains, eux de leur côté, voient les prix à la pompe à nouveau monter. Et on sait tous que là-bas, toucher à l'essence, c'est presque toucher à la religion. Et les États-Unis ne peuvent plus reconstituer leurs réserves stratégiques de pétrole à bon prix.
Ils ne peuvent plus le faire. C'est déjà brûlé. Les raffineries tournent au ralenti. Les marges s'effondrent. Et certaines deviennent même carrément non rentables. Donc, on comprend là que ce qui devait être un coup de massue pour Moscou devient en fait une belle migraine pour l'économie de Washington. Et du côté de l'Ukraine qui validait les sanctions, qui demandait ça, ce n'est pas mieux. Parce que l'Ukraine entre dans une crise de carburant. Environ 15% du diesel ukrainien vient désormais d'Inde. Et l'Inde achète son pétrole à la Russie. Ironie totale. C'est-à-dire les chars ukrainiens roulent parfois au gaz et au carburant russe. Sauf que parfois ce carburant est juste repéré à la sauce made in India. Après la destruction de la raffinerie de Kremenchuk, les Ukrainiens ont acheté tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est du pétrole russe. Passé par la Turquie ou alors par la Roumanie, mais ça reste du pétrole russe. Même le ministre de la Défense ukrainien aurait utilisé ce carburant. Donc vraiment, les mots... c'est pour vous, les leçons, c'est pour vous, pas pour eux. L'expert américain Amos Hochstein, il a publiquement reconnu que la pression de la Maison-Blanche sur le pétrole russe ne pouvait que se retourner contre la Maison-Blanche elle-même. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Plus les sanctions s'intensifient, plus les prix montent et plus Moscou encaisse. Pendant que les citoyens américains et européens voient leurs factures exploser, le Kremlin lui sourit, puisque chaque hausse du baril fait grossir le budget russe. Ça fait grossir l'argent qui entre en Russie. Ce scénario, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sous Joe Biden. Les sanctions avaient eu le même effet pervers. Et maintenant, Donald Trump est revenu au pouvoir. L'histoire recommence. Différents présidents, même erreur, même résultat. Bravo les génies. Puisque la Russie vend toujours son pétrole, et ce sont toujours les autres qui payent le prix. Ils payent la note. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. À force de vouloir punir Moscou, Washington finit par punir ses consommateurs, ses propres consommateurs. Et le marché mondial du pétrole, c'est comme un élastique en fait. Plus tu tires, plus il te revient fort à la figure. Et pendant que l'Occident moralise, l'Ukraine continue de rouler, littéralement, au diesel russe. Oui, ils utilisent le diesel russe dans leur voiture. En tout cas, je trouve que c'est une belle leçon d'économie globale. Parce que dans cette guerre de sanctions, celui que l'on voit affaibli, que l'on pense affaibli, est souvent celui qui s'en sort le mieux. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo en commentaire. J'attends également vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.